c'est bon? Oui, non? Donc, merci à Jérémy et à l'équipe du SPL de m'avoir invité ce soir. Donc, pour parler d'une de mes expertises sur la prise en charge des troubles nerveux chez les patients douloureux. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sera un patient sur les nerfs. Avant ça, j'aimerais d'abord mettre en avant mes liens d'intérêt, puisque, comme il l'a dit, je suis intervenant et formateur pour certains organismes de formation, donc dans la prise en charge des neuropathies et en neurodynamique. Ici, vous avez Kinéco avec Angélium, qui est un excellent formateur également. Et donc, comme il l'a dit, j'ai fait quelques formations en neuromusculo-squelettique, raisonnement clinique et la prise en charge des patients douloureux chroniques. Donc, avant de commencer, dites-vous, si vous voulez prendre en charge de manière correcte vos patients douloureux, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà mieux connaître ce qu'est la douleur? Question? Pas de réponse? Non? Ok. Moi, c'est ce que je pense et certains patients également. Du coup, je vais devoir rentrer dans la neurophysiologie de la douleur, ce qu'est une atteinte neuropathique et ce qu'est une neuropathie. Dans un premier temps, ensuite, voir avec vous le screening et l'examen clinique d'un patient qui pourrait avoir une atteinte nerveuse, voir les tests qui peuvent nous aider à pouvoir les inclure ou les inclure dans une prise en charge spécifique. Et ensuite, comment ne pas communiquer avec ces patients. Parce que là, ça va être très important. Du coup, l'atteinte nerveuse est le processus de la douleur neuropathique et ses conséquences. La neuropathie et la douleur neuropathique peuvent être ou la conséquence ou la cause de plusieurs éléments et de plusieurs facteurs. Du coup, vous devez absolument connaître les facteurs prédisposant à l'arrivée de neuropathie et de douleur neuropathique. En 1, vous avez le diabète. 2, si le patient a déjà un antécédent de douleur neuropathique et ou de neuropathie. Ensuite viennent le VIH, les infections virales, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout les processus mis en jeu dans l'altération nerveuse. Donc vous avez des phénomènes de sensibilisation périphérique, sensibilisation centrale et des modifications corticales. Donc, lorsque vous avez une atteinte nerveuse périphérique, vont arriver les cellules immunitaires et les microglies qui vont aider à réparer le tissu. L'inflammation, c'est bon pour le patient. Ça fait mal, mais l'inflammation va amener à la guérison. Ces molécules inflammatoires vont aller sensibiliser le tissu et le nerf, car elles vont activer certains récepteurs, et c'est un des premiers phénomènes dans la sensibilisation périphérique. Quand je dis sensibilisation périphérique, c'est une augmentation du volume et du signal électrique pour une cellule. Donc normalement, pour 1, la cellule va répondre 4. Ça, c'est une sensibilisation périphérique. Ensuite, vous avez des phénomènes également au niveau des ganglions. Étant donné que le tissu est en pleine réparation, il y a des facteurs tumoraux et des facteurs de croissance nerveuse qui font qu'il y a un développement anarchique des connexions entre les différents neurones. Qu'est-ce que ça donne? Une fibre A va aller se connecter avec une fibre C, va se connecter avec un neurone inhibiteur, va se connecter avec le système orthosympathique, alors que normalement, la plupart des cellules vont se connecter avec des cellules plus spécifiques. Donc dans le ganglion, quand il y a une atteinte neuropathique, c'est le bordel. Troisième élément, parmi plein d'autres, là on rentre dans la sensibilisation périphérique. Étant donné que la membrane cellulaire du neurone devient perméable, de par la sensibilisation, vous avez un relâchement d'ion chlore dans le milieu intercellulaire. Ce relâchement d'ion chlore va aller faire mourir les neurones inhibiteurs. Donc si on reprend le schéma de tout à l'heure, pour 1, sensibilisation périphérique, ça me donne 5. Ça arrive à la moelle, perte d'inhibition, ça me donne 15. Donc pour une toute petite stimulation, le patient peut ressentir d'énormes douleurs. Au niveau des preuves, puisque là on a surtout des données sur le rat et quelques-unes sur l'humain, vous avez l'équipe de Greening et al. Qui ont mis en évidence chez des patients atteints d'un cou du lapin qui avaient des réelles atteintes morphologiques sur le plexus brachial des patients
et même jusqu'au poignet. Donc une atteinte nerveuse, même locale, a des répercussions distales. Donc là, vous voyez les patients qui sont sains et qui ont peu d'inflammation. Et là, vous voyez sur une coupe T2 qu'il y a des signes d'œdème inflammatoire. Au niveau du cerveau, vous avez des patients atteints de syndromes douloureux régionaux complexes, la goneurodystrophie. Ça parle à tout le monde ou pas? Ok. Donc chez ces patients, cerveau à gauche, donc main droite, ces patients montrent une réorganisation corticale liée à la plasticité cérébrale qui modifie la somatotopie. En D1, vous avez le pouce, D5, vous avez le petit doigt. Dans le cerveau du patient, c'est comme s'il avait une moufle. Du coup, vous pouvez bien comprendre qu'on peut retrouver certaines amnésies somatosensorielles et le fait que même pour une stimulation assez fine, le patient peut percevoir des douleurs dans tout son membre et dans sa main. Ça, c'était avant traitement. Après traitement, heureusement, ça peut revenir à la normale. Et ça, c'est cool. Ça, c'est de la science. Du coup, là, on a compris les mécanismes, ce qui est mis en jeu. On va maintenant passer à l'examen clinique. Qu'est-ce qu'il faudrait tester chez ces patients? Tout d'abord, quand vous aurez ces patients en cabinet, dites-vous que le diagnostic, la plupart du temps, ne sera pas fait. Le médecin n'est pas forcément spécialisé en neuromusculo-squelettique. Vous aurez parfois des cas graves au cabinet qui sont cachés sous très faibles symptômes, et parfois même la première intention. Du coup, c'est à vous d'être, je pense, rigoureux et pouvoir éliminer les choses les plus graves, les red flags dont on va parler, et d'instaurer une bonne alliance thérapeutique avec le patient pour pouvoir lui dire « je pense que là, il faudrait que tu ailles faire quelques examens complémentaires et d'aller aux urgences ». C'est dans la première séance que l'alliance thérapeutique se fait majoritairement. Du coup, c'est là qu'il va falloir montrer qu'on est professionnel et qu'on passe à côté de rien. Je ne vais pas forcément détailler l'examen, l'interrogatoire avec le patient, mais sachez que les objectifs, ce ne sont pas vous qui les fixez, mais le patient. J'ai par exemple des patients qui ont mal à l'épaule, leur problème, ce n'est pas la douleur, c'est de pouvoir porter leur fils. Si vous arrivez à le faire porter 8 kg, mais qu'il a encore mal dans la vie de tous les jours, ça ne lui pose plus aucun problème, il n'a plus besoin de vous. Et ça, c'est une bonne chose. Du coup, les red flags, il y en a des milliers, ou pas. Moi, je vais surtout m'intéresser aux 3 premiers. Instabilité, fracture, myélopathie, fonction nerveuse. Je ne vais pas forcément parler de l'atteinte vasculaire, puisque les signes vasculaires sont trop hétérogènes pour pouvoir tirer des informations fiables. Si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, par rapport à l'instabilité cervicale et ou la fracture cervicale, vous avez un ensemble de règles de prédiction clinique qui vous permettent d'orienter le patient à faire une imagerie ou non. S'il vient vous voir suite à un événement traumatique à haute vélocité, s'il a plus de 65 ans, s'il arrive à marcher, s'il n'arrive pas à marcher après le traumatisme ou s'il a des céphalées, et si surtout il n'arrive pas à bouger la tête à plus de 45 degrés ou dans toutes les directions, ça pue. Emmenez-le faire une imagerie médicale. Essayez pas de jouer les cow-boys. Moi, je le ferai pas. Mon préféré, la myélopathie cervicale. La myélopathie, c'est uniquement une atteinte de la moelle épinière du patient, qui peut être la conséquence d'énormément de choses. Compression médulaire par sténose, infection, tumeur, cavernome, syringomyélie. Connaître la cause ne nous intéresse absolument pas. Ce qui compte, comme l'a dit mon collègue, c'est la clinique. Du coup, on va uniquement s'intéresser à certains signes cliniques qu'on va pouvoir retrouver chez eux. Donc vous avez l'équipe de Chuck Cook qui a créé un cluster, un ensemble de tests, qui permettent de modifier la probabilité post-test que le patient soit atteint ou non d'une myélopathie. Dans ces tests, vous avez 1, 2, 3 tests réflexes. Donc s'ils sont anormaux, vous les cochez, ça fait 1. Les troubles à la marche qui sont au final le facteur le plus prédictif. Et l'âge, 45 ans. Si le patient a plus de 3 tests positifs, vous êtes quasi sûr qu'il a une myélopathie. Emmenez-le faire un IRM cervical. Vous avez également un critère
que n'a pas forcément mis Chuck Cook dans son cluster, qui est l'hyperréflexie. L'hyperréflexie, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Lorsque vous avez un patient qui a un AVC, qui a un clonus, vous voyez ou pas? Oui, non? Qu'est-ce que quelqu'un ne voit pas ce que c'est qu'une hyperréflexie? Ok. Donc l'hyperréflexie est le signe clinique d'une perte d'inhibition des réflexes au niveau médulaire ou au niveau cortical. Hyperréflexie égale ça pue ou à la moelle ou au cerveau. C'est plutôt simple, mais par contre, il va falloir le faire. Donc là, voilà le cas d'une de mes patientes, madame, je ne vais pas dire le nom, qui vient au cabinet avec ma collègue. Ma collègue commence à s'inquiéter, elle me dit « Brian, est-ce que tu peux regarder s'il te plaît ?» Je refais l'historique avec la patiente. Depuis 2 semaines, elle avait beaucoup de fatigue et des paresthésies dans les membres supérieurs et avait chuté 3 fois sur la dernière semaine. Je lui fais le cluster de Cook, positif, urgence, elle a été opérée du sténose. Ça arrive. Le médecin est passé à côté, on ne peut pas lui en vouloir. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir au moins ces notions et de pouvoir les faire. Ouais. Tu peux. Ah bah attends, il faudrait que je fasse. Tu veux que je fasse sur moi ou sur toi ou... Test d'Hoffman. Test 1. La possibilité de changer le cadrage, il faut que j'aille en bas et j'ai aucune envie de changer. Là, on a une image, ça marche. Parce qu'il y a un vidéo. Désolé, notre fille. Deuxième chose à évaluer avec les patients, l'altération nerveuse, rapide surtout. Dans l'évaluation nerveuse, il y a 2 sous-groupes, je vous dirais. 1, la perte de fonction, donc la perte de fonction nerveuse, et 2, le gain de fonction, tout ce qui est à la douleur neuropathique et ou à la douleur neurogène non neuropathique. Donc pour la perte de fonction, vous avez la motricité ou la neutrophie. Ça fait beau. Mais la neutrophie est surtout un signe utile pour pouvoir nous dire qu'il y a une compression nerveuse à un endroit particulier. Vous avez ensuite l'évaluation de la capacité vibrotactile, que vous pouvez faire avec un diapason. La kinesthésie, la proprioception, donc vous demandez aux patients de fermer les yeux, de faire une flexion ou l'extension avec le membre que vous voulez évaluer. Et si réponse positive, tout va bien, si réponse négative, tant pis, à essayer 10 fois. Les réflexes postéotendineux, à essayer avec le marteau réflexe. Une partie de la sensibilité mécanique et tactile. Donc là, on passe dans les petites fibres nerveuses. À essayer avec un coton. Le pinprick, comme le pic-touche. La sensibilité thermique, ça vous pouvez le faire avec des pièces de mollet. Une pièce dans la poche, une pièce en dehors. Et si le patient arrive à reconnaître quelle est la pièce froide, quelle est la pièce chaude, c'est bon signe. Et également les neurofilaments von Frey. Ces 3 derniers tests nous informent sur l'état de la fonction des petites fibres nerveuses. Vous pouvez avoir une atteinte des petites fibres nerveuses sans les grandes fibres nerveuses. D'ailleurs, dites-vous que les grosses fibres nerveuses, elles sont minimisées, donc plus protégées. Donc, ne passez pas à côté d'une neuropathie si la personne a tous ses réflexes et au niveau moteur, tout va bien. Donc, passons maintenant au niveau du gain de fonction, de la douleur. Une douleur neuropathique est décrite, définie comme la traduction clinique d'une atteinte du système somatosensoriel. C'est faux. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir une sensibilisation centrale qui amène à la douleur du patient. Du coup, ne vous étonnez pas si vous faites les tests de neuropathie, le patient va bien, par contre il a une douleur neuropathique. C'est normal, ça peut arriver. Mais par contre, le traitement peut être le même.
Donc une douleur neuropathique sera positive au DN4. C'est un questionnaire qui va étudier les sensations du patient liées à ces douleurs, sensations de brûlure, froid glacial, coup de jeu électrique, démangeaison et ou paresthésie. Plus deux signes, l'allodynie. L'allodynie, c'est un signe clinique pour une stimulation qui normalement est indolore. Vous avez de la douleur. Par exemple, j'avais un patient, rien que de passer sur sa peau, elle sentait comme si la brûlait au chalumeau. Et hyperalgésie, c'est une stimulation qui normalement n'est pas douloureuse, reproduit de la douleur. Donc, ces signes cliniques-là, plus le wind-up, sont des signes de sensibilisation centrale et ou périphérique. Vous aurez les diapos, t'inquiète. Une douleur neuropathique, ça c'est important à avoir en tête, ce n'est pas toujours irradiant. Et même si la douleur irradie, dans plus de 66% des cas, elle ne suit pas un trajet nerveux unique. Elle peut en suivre plusieurs, ça peut être tronqué, du fait de la modification médulaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une inflammation sur le plexus, ce qui fait que vous pouvez avoir une atteinte, on va dire, compressive au niveau du canal carpien, et avoir des douleurs de l'autre côté également. Pourquoi c'est intéressant d'évaluer tout ça? Parce que ça peut nous permettre de classifier les patients, et on a déjà des données qui nous montrent que la stratification de patients permet de les mettre dans 3 groupes différents, où un, le traitement médicamenteux va être optimisé pour eux, certaines molécules ne fonctionnent pas chez certains, elles fonctionnent chez d'autres. Et 2, au niveau clinique, on s'est rendu compte que des patients, par exemple, qui ont un test neurodynamique positif, répondent beaucoup mieux au traitement neurodynamique que les autres. Et là, on va parler de la neurodynamique. Donc, c'est considéré comme une douleur neurogène non neuropathique. Donc, si je reprends, une douleur liée au nerf, mais le DN4 est négatif. Vous avez 2 critères de positivité du test. 1, vous mettez le membre du patient en contrainte mécanique au niveau du nerf. C'est simple, hein, le nerf n'est pas solide. Au niveau antérieur du coude, vous tendez le coude, vous mettez plus de contraintes. Vous faites ça avec toutes les articulations. Et 2, vous avez la différenciation structurelle. La différenciation structurelle, c'est vous allez bouger le membre, une partie du membre éloignée du site douloureux s'il y a une modification de la symptomatologie, que ce soit en plus ou en moins, alors le test est considéré comme positif. Petit exemple, un patient vient vous voir, il était Nisman, j'ai mal au coude. Je vous conseille de tester, parce que oui, ça peut être une tendinopathie, par contre ça peut être également une neuropathie. Hop, c'est positif, on va bouger au cervical qui est assez éloigné du coude, parce que c'est la seule structure qui permet un trajet du coude jusqu'au bout des doigts. Des cervicales jusqu'au bout des doigts. Est-ce que c'est clair? Deuxième patient, Madame C, qui a des douleurs à l'épaule depuis plus d'1 an, une patiente de ma collègue. Ouais, désolé, je ne suis pas collègue. Et qui me demande juste si je ne peux pas la prendre en charge pendant qu'elle part en vacances. Il y avait peu d'évolution sur ces derniers temps, alors que pourtant, il y avait du renforcement de l'épaule, elle avait mal à l'épaule, c'était mécanique, dès qu'elle levait les bras, etc. Pas d'irradiation, DN4 négatif, test neurodynamique, positif. Là j'ai mal, j'ai plus mal. J'ai mal, j'ai plus mal. Traitement neurodynamique adapté, en 4 séances on a arrêté, puisqu'elle n'avait plus forcément de douleur. Du coup, vous avez pu identifier le problème des patients. Comment est-ce que vous allez leur communiquer ce qu'ils ont maintenant? Et ça va être important. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de mythes autour des problèmes nerveux. Comme quoi on peut déterminer un site de compression. En dehors d'une amyotrophie, on ne peut pas. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une inflammation qui peut se propager tout le long du plexus brachial et des nerfs. Du coup, le site de lésion, absolument pas. Savoir si la personne a une radiculopathie à cause d'une sténose foraminale, à cause d'un disque, ou juste une inflammation très mécanosensible, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'y a aucun test à ce jour qui nous permet de le savoir. Et on s'en fout, parce que le traitement il peut quand même être très efficace.
Ça fait mal, hein. L'écureuil s'est coincé. Moi, voilà ce que j'imagine quand on me dit que je me suis coincé quelque chose. Et j'en ai vu là-bas, ils avaient cette tête. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous dites à votre patient qui s'est coincé un nerf alors qu'il a juste une atteinte nerveuse, qu'il peut réagir de la même façon? Sauf que lui, il ne va pas rigoler. Il aura plus mal qu'il va rigoler. Ça tombe bien, il y a quelques études qui sont intéressées à l'impact des mots des thérapeutes sur les patients. Comment est-ce qu'ils interprètent les mots qu'on leur dit? En gros, quel est l'effet impact pour eux des mots qu'on utilise? C'est énormément utilisé en sociologie. Étudié, pardon. Donc, le mot instable, qu'on utilise, nous, juste pour dire qu'il y a un gain de mobilité. Bah, ils disent, c'est incontrôlable, ça peut s'aggraver, quelque chose peut surgir. Et ça, c'est plutôt effrayant. Là, vous avez une vertèbre instable, elle est déplacée. Bah, on me dit ça, je ne bouge plus. 2. Le préféré. L'arthrose, qui fait bien peur. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir de l'arthrose sans arthrose, et même de l'arthrose sans arthrose? Je le refais. Vous pouvez avoir des signes d'arthrose au niveau radiologique, sans signe clinique d'arthrose, et vous pouvez avoir des signes... Je me suis perdu du coup. Donc je recommence. Vous pouvez avoir des signes arthrosiques à l'imagerie, sans atteinte clinique, et vous pouvez avoir au niveau clinique des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires, alors qu'à l'imagerie, rien du tout. L'arthrose, c'est juste le vieillissement naturel du corps, c'est des rides à l'intérieur du corps. Il ne faut pas forcément en avoir peur. Et de toute façon, le meilleur traitement contre l'arthrose, c'est le mouvement, par mécanotransduction, etc., etc. Le terme neurologique. Bonjour madame, vous avez une atteinte neurologique. Cool, je vais mourir dans 6 mois. Donc là, rendez-vous compte de l'impact extrêmement fort des mots que vous employez, que j'ai employé, que j'emploie, que nous employons, sur les patients que nous avons en charge. Comment voulez-vous qu'un patient puisse s'impliquer dans les soins s'il pense qu'il va mourir dans 6 mois, s'il pense qu'il pourrit de l'intérieur? Là où c'est important, c'est que ces différents facteurs psychosociaux sont plus prédictifs d'une bonne amélioration du patient ou non. Exemple pour le catastrophisme, on a pris des patients sains. J'en prends 50 ici et 50 ici. Je leur fais des tests neurologiques négatifs, donc uniquement pour le gain de fonction. Douleur neuropathique, wind-up, allodynie, hyperalgésie. On s'est rendu compte que le groupe à qui on fait peur a des signes neurologiques de gain de fonction positifs. Est-ce que vous vous rendez compte donc que uniquement des mots ont eu des réelles percussions au niveau au moins cortical? Du coup, il va falloir faire attention. Encore un peu, ce que pensent les patients de leurs problèmes, même quand on leur dit rien. Juste on leur dit, bah, vous avez une radiculalgie, vous avez une sciatique. Je vous laisse lire. C'est comme si j'étais en permanence dans une douleur insupportable. L'idée de vivre mieux à ce niveau de douleur n'est pas une option envisageable. J'ai déjà eu des pensées suicidaires. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans ces études. Ce que je comprends, c'est que mon disque est inflammé, donc il est gonflé, il est plus gros que la normale, et c'est pourquoi il a une compression. Rappelez-vous, on ne peut jamais dire qu'il y a une compression. Une IRM nous donne uniquement une information liée à un contact. Un contact, ce n'est pas une compression. Et surtout, une compression amène à une perte de fonction, pas forcément à de la douleur. Je suis allé voir un masseur, c'est de la traduction en anglais, qui a regardé mon alignement. Il a dit que tout allait bien, que j'étais en place. Mais le kiné, il m'a dit que je n'étais pas aligné. J'avais des vertèbres pas en place. Pour être honnête, je pense qu'aucun des deux ne sait vraiment ce qu'il fait. Du coup, du discours d'un, l'alliance thérapeutique avec le deuxième est morte. Vous allez voir, là, je vais venir juste après. Le processus de disque abîmé, donc le processus dégénératif discal, je pense qu'une fois que vous l'avez, la seule solution reste l'opération.
Ce sont des mots de patient. Ils pensent sincèrement que lorsqu'on a une atteinte discale, à part l'opération, ça ne sert à rien. Ouais, le kiné me fait des massages, mais de toute façon, je vais rester, quoi. J'avais tellement plus de mal à vivre, simplement. C'est pour ça que ça m'a fait mal, ça va. J'étais vraiment déprimé. Et les nuits étaient terribles, impossible de dormir, je n'arrivais pas à trouver de position confortable. Du coup, ces patients-là, il faut leur proposer des solutions et peut-être reconceptualiser ce qu'ils ont et leur approche avec la douleur. Ça, c'est de notre responsabilité. On peut le faire. Du coup, il y a plusieurs chercheurs, dont Moseley et Butler, qui sont intéressés à comment mieux communiquer avec les patients. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des métaphores pour leur faire comprendre ce qu'ils ont et qu'il y a une porte au bout du tunnel. Moi, j'utilise personnellement une métaphore du radar de recul. Est-ce que vous avez une voiture? S'il dit non, c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez votre radar de recul? Ouais. Si le radar de recul vous prévient lorsque vous êtes à 30 cm du mur, le radar fait son taf. Pardon. Le radar fait son travail. Désolé, je me suis emporté. Par contre, si vous êtes à 1 mètre du mur et que le radar commence à sonner, qu'est-ce que vous pensez? Il est cassé. Moi, je pense qu'en fait, votre radar, il est plus performant. Là où je veux en venir avec vous, c'est que votre système de la douleur, il est à peu près équivalent. Votre système de douleur est trop performant et vous prévient beaucoup trop tôt. Je n'ai pas besoin de parler de nerfs comprimés, je n'ai pas besoin de parler de disques abîmés, et pourtant, il comprend qu'il a un problème de douleur. Et du coup, il se sent mieux, ça va, c'est un problème de douleur, on peut gérer, et ça, on peut lui expliquer qu'au final, la douleur, on peut la gérer. De toute façon, son corps va continuer à cicatriser. Exemple, Mr. B. Mr. B, 1m95, 95 kg, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu. Par rapport à sa neuropathie, je vous dis tout de suite qu'il avait le bon comportement pour aller mieux. Par contre, ça fait 3 ans qu'il a ces douleurs. À l'IRM, il avait une sténose foraminale. Et depuis 3 ans, surtout, il a fait l'école du dos, il a vu plein de thérapeutes, on lui a dit de ne pas se pencher en avant, pour ramasser un stylo par terre. Avec 95 kg, il faisait des squats à 200 kg, mais il avait peur de ramasser un stylo par terre. Donc des douleurs neuropathiques quasi constantes. Avec lui, on n'a travaillé que 5 séances. Éducation aux neurosciences de la douleur. On a évalué ce qui lui faisait peur. Il commençait à reprendre ses activités. Et très peu de neurodynamique, puisqu'au final, avec les poids, petit à petit, il a pu en faire. En gros, il n'avait plus peur de se pencher en avant. Rien que ça, ça a permis de désensibiliser son système nerveux. La neuropathie, là encore, il a des pertes sensitives au niveau du pied. Par contre, s'il n'a plus de douleur, il tient encore au courant par mail de temps en temps, puisque ça me rassure. Mais il n'a plus de douleur, il n'a plus aucune gêne dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est une prise en charge qui a été bénéfique pour lui. Du coup, que retenir ce soir? Plein de choses. C'est pour ça que le diapo, vous l'aurez. Mais dites-vous que la douleur et les prises en charge des patients, oui, certes, c'est complexe, mais vous pouvez vous simplifier la vie. Pour les red flags, on l'a vu, il y avait 3-4 choses qu'on nous permet d'éliminer. Pour les traitements, on a au final peu d'outils, on n'a pas besoin d'énormément d'outils, on doit juste savoir mieux les utiliser. Et merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Brian.